Donc le réseau social d'entreprise avance doucement, peut-être plus doucement que certains ne l'aimeraient ou ne le voient, mais il avance, je dirais, de manière sûrement. Alors, vous êtes, pour certains d'entre vous, confrontés à ces problématiques de développement d'usage. C'est notre quotidien également, et on est à la recherche de progresser dans la manière dont on accompagne ceux qui portent le changement dans les entreprises. Et dans le cadre du benchmark, on a réalisé cette année une enquête. On a interrogé plutôt, des community managers dont les entreprises sont dans le benchmark, c'est-à-dire que ce sont des entreprises dont on a également mesuré les activités, et on leur a posé un certain nombre de questions sur la manière dont ils procèdent pour développer leur communauté, développer les usages, animer leur communauté. On a rapproché à la fois les réussites qu'ils pouvaient exprimer, les réussites que nous, on pouvait évaluer à travers l'Ecoanalytics et leurs pratiques pour tirer un certain nombre d'enseignements. On a 92 community managers qui ont répondu, dont 22 qui interviennent à l'international. Donc je vais vous présenter 10 enseignements, une dizaine d'enseignements, d'autres sont présents dans l'étude. On a regroupé l'ensemble des espaces du benchmark en deux grandes familles. D'une part, les espaces projets, les espaces d'équipe et les communautés autour des processus, parce qu'on est sur des activités qui sont relativement denses et sur des populations qui n'ont pas vocation à s'élargir indéfiniment, versus des communautés de pratique, des communautés de veille, d'innovation et des réseaux d'entraide, qui sont là, au contraire, des espaces qui ont vocation même à s'élargir et qui recherchent même une masse critique. Alors, je vais vous présenter comme ça un certain nombre d'éléments qui sont parfois des étonnements, parfois des constats qui se sont vérifiés et qu'on a pu mesurer. Le premier point, c'est dans le cadre d'espace projet, le fait de proposer un espace sur un réseau social à des gens qui sont dans la même pièce ou sur le même site, qui se connaissent bien, à un petit nombre, c'est plutôt un facteur défavorable pour arriver à changer les habitudes de ce groupe et les amener à évoluer à travers le réseau social. À l'inverse, sur une communauté, la volonté de mettre en relation des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se côtoient pas, est un facteur au contraire favorable. Les communautés vont être génératrices de liens et ça va faire partie des bénéfices qu'on va observer sur ces espaces. Bénéficier d'un sponsor. On a essayé d'évaluer oui, pardon, en fait, j'ai oublié de vous expliquer comment est-ce qu'on avait mesuré l'impact de chacun de ces critères. En fait, on a mesuré celles qui ont réussi, on les a classées en deux groupes, les communautés performantes et les communautés plus atones. Et on a essayé de voir si leur pratique d'animation était similaire, ce qui voulait dire à ce moment-là que le facteur était neutre, ou alors si elles n'étaient pas similaires, dans quel sens ils penchaient. En l'occurrence, on a autant d'espaces projets qui ont bénéficié d'un sponsor qui ont réussi que d'espaces projets qui ont été abandonnés. Je pense que c'est intéressant parce que on a tendance à focaliser sur la nécessité d'avoir un sponsor. Je vois donc beaucoup d'espaces réussir malgré l'absence d'un sponsor. C'est moins vrai, et le facteur est plus favorable dans le cadre des communautés. Et ça reste un facteur faible. La facilité d'accès. Est-ce que mon réseau social est facile d'accès ? Dans le cadre des espaces projets, c'est un facteur favorable, mais de niveau 2 sur une échelle de 5. L'accès mobile, lui, est beaucoup plus favorable pour les communautés. Et je pense que ça s'explique par le fait que lorsqu'on participe à une communauté de veille ou de pratique, on va pouvoir utiliser des petits interstices de temps pour surveiller ce qui se passe sur cette communauté, éventuellement pour réagir de manière brève à travers son smartphone. L'utilité métier. Avoir un objectif métier et finalement imposer, emmener un peu de manière contrainte les collaborateurs vers la plateforme parce que l'information s'y trouve, parce que c'est là qu'on a décidé d'échanger. Assez étonnamment, c'est neutre. C'est totalement neutre dans la réussite de ces espaces. Finalement, on ne change pas les comportements lorsqu'on contraint les gens. Lorsqu'on les amène pour une raison métier, on les contraint à aller sur cette plateforme, ils ont les mêmes pratiques que celles qu'ils avaient par le passé. Ils ne font que consommer passivement l'information. Quelque chose que beaucoup savent, mais alors c'est paru encore plus flagrant dans cette étude, le fait de commander une initiative. Lorsque la hiérarchie, l'autorité, décide de créer une communauté sur tel sujet et de nommer quelqu'un.
dans l'essentiel des cas, ça ne marche pas. C'est une question de temps, au bout de 4, 5, 6 mois. Ce sont essentiellement des échecs. Alors que dans le cas d'une communauté de pratique, d'une part, les initiatives individuelles ont de bien meilleurs résultats, mais ce qui a encore plus de résultats, c'est lorsque c'est un petit groupe de personnes qui portent une initiative. Lorsqu'on veut fédérer largement autour d'une thématique métier, autant préparer le terrain en allant voir les personnes clés et lancer ensemble cette initiative de communauté transversale. Ça, je trouve que c'est un enseignement qui est tout à fait intéressant dans la manière de démarrer ce type de communauté. Communauté de veille, communauté d'innovation, communauté d'entraide, réseau d'entraide. Le rythme de publication. Là, je n'ai rien à vous apprendre, mais c'est effectivement, on constate bien que les communautés dynamiques, surtout sur la phase de démarrage, pendant les 4-6 premiers mois, ont un rythme de publication, de partage au moins hebdomadaire. Ça, c'est un facteur important pour arriver à lancer, à créer une inertie. Moi, je pense qu'on ne doit pas se limiter à publier de l'information, parce qu'on ne change pas les comportements des utilisateurs. Par contre, c'est un élément important pour capter l'attention et ensuite amener les utilisateurs que l'on veut fédérer à réagir, à engager la conversation autour de ces contenus. Un élément assez déroutant pour nous au départ, et puis qu'on va expliquer. Globalement, toutes les personnes qu'on a interrogées sont des virtuoses de l'accompagnement. Elles ont toutes très bien accompagné leurs utilisateurs, et pourtant une partie a développé des espaces très actifs, performants, et d'autres sont des espaces qui sont atones, où on n'a qu'une ou deux personnes qui diffusent de l'information. Donc la conclusion serait que l'accompagnement du community manager, enfin du porteur d'initiative vers ses utilisateurs n'a pas d'effet. Moi, ce que j'en analyse surtout, c'est je pense qu'on met des choses différentes sur la notion d'accompagnement, et puis qu'on est encore probablement pas très efficace dans les actions d'accompagnement. À l'inverse, ou plutôt de distinguer que le coaching ou l'accompagnement des community managers pour que eux ensuite lancent leurs initiatives est extrêmement, un facteur favorable pour le développement des espaces. Et pour terminer, tous, même ceux qui ne réussissent pas autant qu'ils auraient aimé, ont le sentiment de contribuer à faire évoluer la perception de leurs utilisateurs sur ces nouvelles formes de travail. C'est-à-dire que ce sont peut-être des terrains d'essai. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que 2/3 des espaces aujourd'hui sont des espaces globalement d'apprentissage, où on a quasiment tous les utilisateurs, ou une majorité des utilisateurs qui découvrent ces usages-là. Donc, malgré, on va dire, l'absence de réussite d'usage ou métier, il y a une contribution à faire évoluer les pratiques des utilisateurs de la part des community managers. Voilà, ça c'était les éléments principaux de ce benchmark. Vous pourrez en trouver d'autres dans l'étude.